Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Force est de constater que nous sommes de retour aujourd'hui dans l'extrême peur, ici à Veng, à croire que la lassitude et l'impatience de certains commencent à les pousser vers un sentiment de peur, face à un marché qui ne cesse de baisser, ou en tout cas qui ne fait pas de grosses performances. Le chemin risque d'être encore fort long, alors accrochez-vous et évitez de vous faire saigner les yeux en regardant vos toilettes tous les jours. N'oubliez pas, tout arrive à point, à qui sait attendre. Le social index toujours bloqué à fond sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement en recherche de vente. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. La première actualité que je voulais mettre en avant, c'est mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, c'est que 62% du réseau Bitcoin serait déjà à zéro émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a énormément de grosses firmes de minage qui utilisent de l'énergie écologique. Et le point le plus important, et pour moi c'est l'axe de développement long terme sur le Bitcoin, c'est utiliser les rebuts. Par exemple, quand on produit du pétrole, il y a du gaz qui s'échappe, et donc ça pollue en plus. Et donc on pourra même avoir de l'énergie négative carbone, parce que on va aller utiliser une énergie qui aujourd'hui s'évapore dans la nature, et on va l'utiliser pour produire du Bitcoin. Pour moi, c'est vraiment l'avenir par rapport au Bitcoin. Et en plus, c'est hyper intéressant, parce que le jour où on sera à 80% zéro carbone sur le Bitcoin, et ben mine de rien, le Bitcoin, petit à petit, au fil du temps, c'est en train de devenir une blockchain plus ou moins green, et on va suivre ça de près. Et pendant ce temps en Centrafrique, on apprend que la justice du pays n'est pas vraiment chaud pour le Sangocoin. Mais tout d'abord, je vous rappelle que la Centrafrique avait lancé il y a plusieurs mois le projet Sango, qui a pour but de numériser leur économie, mais surtout d'attirer des capitaux et des entreprises crypto dans le pays, en leur permettant d'acheter la citoyenneté ou des terrains dans le pays via leur crypto qui s'appelle le Sangocoin sans avoir à payer des impôts sur leurs revenus. Et il faut savoir que le prix du jeton Sango est en chute depuis novembre dernier, et donc cette volatilité a poussé la Cour institutionnelle du pays à considérer comme anticonstitutionnelle la vente de la nationalité centrafricaine et certaines ressources du pays à travers le projet Sangocoin. Par conséquent, la Cour a purement et simplement interdit la vente de la nationalité, des terrains et de certaines ressources contre des Sangocoins, et elle précise qu'aucun recours ne sera possible et qu'elle s'impose à l'ensemble des institutions étatiques. Bref, il s'agit là d'un énorme coup dur pour le projet du président centrafricain, et attendons maintenant de voir comment évoluera le projet dans les mois et années à venir, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Sur Twitter, j'ai vu que Lucian Todea a retweeté cette vidéo du projet Neom. Alors, Lucian Todea, pour ceux qui savent pas, c'est un des cofondateurs d'Elrond avec les deux frères Minku. Voici son profil Twitter, et il a donc retweeté cette vidéo du projet Neom. Qu'est-ce que c'est le projet Neom ? C'est un projet complètement dingue en Arabie Saoudite de créer une ville ultra futuriste qui serait en fait une ligne, là comme là on voit sur les images. Ça devrait ressembler à ça, c'est deux buildings qui se font face, et au milieu il y a la ville, et c'est long de 170 km, c'est une ligne, et à l'intérieur ça ressemble à ça, ça doit ressembler, normalement c'est ça qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils y arriveront ? Ça c'est encore autre chose. Mais c'est un projet complètement dingue, avec un budget énorme, en plein désert, en Arabie Saoudite. Et du coup sur Twitter je vous disais qu'il y a sûrement aucune chance que ça se fasse, ou très peu en tout cas, et ça veut sûrement rien dire s'il a retweeté cette vidéo. Mais on sait que Elrond collabore avec certains gouvernements, même si on sait pas lesquels. Est-ce que ça pourrait être l'Arabie Saoudite ? Imaginez juste si Elrond collaborait avec l'Arabie Saoudite dans le cadre du projet Neom. Bon, ce serait sûrement très bon pour le GLD, surtout pour son prix, mais il n'y a rien du tout, à ce stade, il n'y a vraiment rien. Parlons maintenant de Compound, c'est un projet sur Ethereum, un des premiers projets de finance décentralisés. On peut venir emprunter et prêter des cryptos sur ce projet. Et en fait, il y a eu un bug. Il y a eu un bug sur Compound. Ils ont fait une mise à jour au niveau de l'oracle, donc tout ce qui permet d'avoir le prix sur la partie Ethereum, la partie vraiment liée au Compound ETH, donc la partie du token Ethereum pour prêter, emprunter des Ethers. Et il y a eu un bug. Et du coup il n'y a plus de liquidation possible, on ne peut plus retirer les Ethers qui sont sur Compound, et le problème c'est que ça va rester comme ça au moins 7 jours parce qu'il y a un protocole, il y a une règle dans le protocole Compound qui fait que pour mettre ce type de mise à jour, pour corriger des choses, pour mettre à jour des choses, il y a 7 jours en fait d'attente pour que le temps que la communauté puisse réagir, voir les demandes, voir les problématiques de mise à jour, ce qui est une bonne pratique pour pouvoir bloquer des mises à jour malveillantes, mais quand il y a des bugs et qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'on va rester avec le bug pendant 7 jours.
Donc là, les gens sont en train de critiquer un peu cette méthode, mais ça a quand même un avantage quand il y a eu... ça permet vraiment de bloquer les attaques des personnes qui veulent faire passer des mises à jour, on va dire, en douce. Là, il y a 7 jours pour voir que la mise à jour est malveillante. Donc Compound, ils vont réussir, les fonds ne sont pas à risque, mais ça crée plus une problématique de déni de service où les gens ne peuvent plus utiliser certaines fonctionnalités de Compound le temps de la mise à jour. Sachant que la mise à jour elle avait été auditée par plein de cabinets différents, d'audits dont Open Zeppelin, et ils n'ont absolument pas vu la problématique. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de transformer le Lunce en gros shitcoin et que finalement, ça devrait pas beaucoup attirer des gros projets à venir dessus. Et c'est ça qui m'inquiète particulièrement, c'est que d'un côté, on a une équipe qui travaille pour essayer de remettre un truc en place et de l'autre, on a des gens qui détruisent ce projet par une communication 100% shitcoin qui pourrait tout simplement, finalement, empêcher le Lunce de retrouver des gros projets. Et je parle vraiment de gros projets dans le futur. Les gens qui font des projets seront sûrement beaucoup plus rassurés d'aller sur un Polygon, sur un BNB Chain, même s'il y a quelques difficultés en ce moment en termes d'image, voire d'autres blockchains. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont du Lunce, j'espère vraiment que vous allez faire de gros gains. C'est une très belle performance en cette période. Il faut pas se leurrer. La hype pour le moment ne semble pas s'être arrêtée. Mais voilà, moi je pense que ce qui se passe est vraiment pas très bon pour le Luna classique. Ça va être difficile de lui associer une image sérieuse si la communication autour reste complètement aberrante. En même temps, de tout ce que je lis, j'ai l'impression que les gens en fait n'en ont rien à faire, qu'il y ait des projets qui retournent dessus. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il aille vers $1, $100. Alors celui-là, j'ai même pas osé faire une vidéo dessus tellement que c'était drôle. Un burn à 99,9%. Bref, voilà. Moi, j'ai une inquiétude que ce soit une hype qui va pas durer si longtemps que ça. On va maintenant parler des investisseurs américains dans la crypto qui vivent clairement mal le bear market. Et selon une étude du PRC qui a été menée entre le 5 et le 7 juillet, 16% des Américains interrogés ont affirmé qu'ils avaient déjà tradé, utilisé ou encore investi dans la crypto. 46% d'entre eux ont également déclaré qu'ils ont eu des résultats qui étaient bien en dessous de leurs prévisions. Par contre, il faut quand même rappeler qu'on a 31% qui ont indiqué que leurs investissements avaient eu les résultats qu'ils attendaient et même 15% qui avaient eu de bien meilleurs résultats que ce qu'ils attendaient. Maintenant, la conclusion de cette enquête, notamment aux États-Unis, c'est que les gens se sont fait prendre de court par la baisse et que beaucoup espéraient justement qu'on allait continuer de monter et s'attendaient sûrement pas à ce que l'ATH donc s'arrête aux $69 000 au mois de novembre dernier. Et cette enquête, elle nous rapporte également d'autres réponses intéressantes comme le fait que 78% recherchent dans la crypto-monnaie un moyen différent pour investir et 54% d'entre eux pensent qu'il est beaucoup plus facile d'investir dans la crypto-monnaie que dans les autres domaines financiers. Ensuite, on a 4,2% de la population, très très intéressante comme stat, qui détiendrait à ce jour de la crypto. Ce qui est dommage, c'est que, alors ici, France Crypto nous met que en France, on est 3,4 millions de personnes, soit 5% de la population. Donc là, c'est bien ce qui nous met le pourcentage. En Suisse, 161 000 personnes, 1,85% de la population. Et là, ça me choque. Comment ça se fait qu'en Suisse, on est beaucoup moins de personnes qui ont des cryptos en termes de pourcentage. Vous voyez, 1,85%, alors qu'en France, 5%. Je pensais qu'en Suisse, il y avait quand même beaucoup plus de monde qui avait de la crypto. Et en Allemagne, vous voyez, 230 000, ce qui représente 2%. Donc au final, la France, sur les 3 pays qu'on a, on est quand même pas mal. Et après, ce qui est intéressant, c'est la map du monde. Voir un peu selon les continents combien il y a de personnes. Vous voyez, en Amérique du Nord, 51 millions, Amérique du Sud, 27 millions, Afrique, 53 millions quand même, je m'attendais pas à autant, Europe, 43 millions, Asie, 130 millions, c'est pas étonnant, et l'Océanie, seulement 1 million. Ce qui est dommage, c'est que là, j'aimerais bien voir les pourcentages. Savoir, par exemple, là, tant de personnes ont de la crypto en termes de pourcentage, et pareil pour chaque continent, ce serait vraiment le top pour avoir un aperçu, parce que c'est vrai que 130 millions, là, on sait pas trop combien ça fait. Faudrait regarder, en fait, chaque nombre d'habitants par continent, et faire, du coup, le calcul pour voir combien de pourcentage. Ouais, ça va pas être très compliqué à faire, mais à mon avis, le pourcentage le plus élevé se retrouve en Asie, parce que c'est là, on a un peu la culture des cryptos. Ok, finalement je voulais un peu vous parler de MicroStrategy et Michael Saylor, car en fait ils sont en train d'être poursuivis à la hauteur de 25 millions de dollars pour fraude et taxes. Donc ouais, ce que j'espère c'est que Michael sera en mesure de se sortir de cette situation et que, au fond, qu'ils ne doivent pas vendre le moindre bitcoin, c'est ce qui compte au final. Il est milliardaire, donc quand on y pense 25 millions ne va certainement pas le déranger outre mesure, il s'en remettra en tout cas, mais quoi qu'il en soit, je dirais, il semblerait qu'il se fasse pas mal cibler ces derniers temps, selon moi. Il s'est énormément investi dans le bitcoin et il se fait détester de toutes ses
ces personnes qui vont contre les cryptos, etc. Et également en fait dans la plus haute caste des gens qui ont du pouvoir, si je peux dire, et il ne doit pas être super apprécié. Il y a probablement des gens extrêmement influents qui voient Michael Saylor entre guillemets comme un ennemi, étant donné qu'il est pro-Bitcoin et qu'ils ne le sont pas tous, qu'il est pour la décentralisation. Donc voilà, Michael Saylor est de notre côté, donc ça fait pas plaisir de voir ça, mais j'espère simplement qu'il va remporter ce procès et s'en sortir relativement indemne. En tout cas, on croise les doigts pour Michael, parce que lui, il est toujours de notre côté. Il y a un type qui va prendre près de 40 000 ans de prison. J'ai rarement vu une peine de prison aussi grande pour un type qui a volé de l'oseille. Enfin non, je déconne. En fait, les plus grosses peines de prison, je l'ai toujours vu sur des types qui ont volé de l'argent. Mais par contre, tu peux tuer des gens, tu peux violer des enfants, t'as des peines de prison aménagées qui ne dépassent jamais les 3 ans, je crois, c'est ça ? Surtout aux États-Unis, hein. On en a parlé il y a un mois. Hein. Al Capone, ils l'ont pas coincé pour meurtre, ils l'ont coincé pour fraude fiscale. Ce qui me saoule dans cette news, bon, c'est bien que le fondateur de ce truc, il a fait quoi ? Il a fait un rug pull ? Il s'est barré avec l'oseille ? Ouais, il a pris 2,6 milliards. Il y a eu 125 millions qui ont disparu, et en fait, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est rendu compte que c'était plus 2,5 milliards. Mais le gars, il a dit, vous inquiétez pas, je vais tout rembourser. Comme ça, il va pas en prison. Ouais, les 125 millions dont tu parles, c'est quelques jours avant l'annonce que c'était la merde. Ils ont transité via Kraken. Donc cela, je pense que c'était l'argent de poche pour préparer sa cavale. Ça. Mais n'empêche que lui, c'est quand même un très bel escroc. Il y avait 400 000 utilisateurs, donc 2,6 milliards qui seraient apparemment, on sait pas trop où. Et le gars, il a quand même au tout début de l'affaire dit que, tu sais, alors il a changé de pays, indirect, ça je pense que c'est la base pour bien préparer sa défense. Ouais. Et derrière, il a dit non, mais vous inquiétez pas, on va tout checker dans les détails et puis on va rembourser les utilisateurs. Tu sais, le son de cloche qu'on entend à chaque fois qu'il y a une couille dans Est-ce qu'il est passé par Tornado Cash ? Je sais pas, mais en tous les cas, il est bien passé par un autre pays, c'est bien arraché vite fait. Ça, c'est une notice rouge d'Interpol. Ça veut dire que c'est un mandat d'arrêt international. Ah, d'accord. Alors, en fait, regarde, ça qui me saoule, c'est que Interpol notice rouge parce qu'il a volé de l'argent. Ça aurait été, je sais pas, moi, autre chose. Je pense pas qu'il aurait une notice rouge. Il aurait peut-être une notice orange ou verte. S'il avait payé les impôts sur les 125 millions, ça aurait été qu'une notice verte. Non, il a pas payé les impôts. Non, mais ça aurait même pas été de notice. Hein. Il aurait juste dit ah monsieur, vous avez payé. Bon, c'est pas grave. Vous revenez nous voir quand vous voulez, hein, s'il vous plaît. J'espère qu'ils vont retrouver une partie de l'oseille et que les utilisateurs vont pouvoir récupérer un petit peu de cash. Quoi. 40 564 ans de prison. Highlander, ça existe au final ? Ah, mais c'est les accumulations de peine. C'est vrai que c'est plus pour le folklore en fait. Bah déjà, 1 an de prison en Turquie, c'est compliqué, mais alors 40 000, faut se les taper. Hein. Et je suppose qu'il faut encore préciser que not Turkey, not Ukraine. Voy a la playa, había subido la marea. Espèce de con. Alerte l'inflation de la zone euro qui est en hausse à 9,1%. C'est énorme. Regardez ça, l'énergie 38%, alimentation 10%, autres biens 5%, services 3,8%. L'énergie 38%, c'est hallucinant. Et la France a l'inflation la plus basse d'Europe, 6,5%. Et voilà, elle le met juste ici, au radar. Vous voyez, au final, on a tous les pays, Belgique, Allemagne, etc. Allemagne qui est plutôt cool, qui est plutôt bien, j'ai 8,8%. La France 6,5%. On a Malte où j'habite, 7,1%. Ils sont plutôt bien aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est dur à se dire que la France est plutôt bon élève en Europe. Alors, elle est pas, c'est pas une excellente élève comme par exemple on a au niveau de l'Allemagne, mais il est pas dans les pires pays si vous voulez. Il est plutôt vers la moyenne, même je dirais plutôt la moyenne haute. C'est le début du quantitative tightening de la Fed, c'est-à-dire la réduction de son bilan, c'est-à-dire revendre une partie des 9 000 milliards, ou pas tout à fait, mais on n'est pas loin, 9 000 milliards d'actifs qu'elle a accumulés, notamment pendant la crise Covid, puisque la Fed rachetait en fait les émissions obligataires d'entreprises qui sans cela auraient fait faillite. Donc si la Fed commence à exécuter son programme qui est de moins 95 milliards de dollars par mois et que ce programme s'étend sur 10 mois, c'est-à-dire moins 950 milliards de dollars, ça veut dire que les liquidités, le principal moteur de la bourse, va se raréfier et ce manque de liquidité, ça va faire exactement comme le manque de gaz sur l'industrie allemande ou le résidu de l'industrie française qui nous reste. Sans ce carburant, eh bien, les bourses peuvent tout simplement chuter de 25 à moins 30%. Et si ça se trouve, le début, c'est maintenant. Allez, on commence directement par le dollar, le Dixie, comme d'habitude. Donc là, le grand patron nous dit quoi ? Il nous dit qu'il reste performant, il reste très puissant et surtout, voilà, qu'il reste dans sa dynamique haussière. Regardez, on est toujours bullish. Comme je dis à chaque fois, trend is your friend. Donc là, ça sert strictement à rien de dire
qu'on a un top sur le Dixie pour le moment. Encore une fois, je vais un petit peu calmer certaines personnes. Il faut absolument venir casser les 104.636 juste ici pour avoir une figure Chartis qui est valide. Donc avoir un double top, un M comme ceci. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, c'est justement une preuve que, ok, peut-être on ralentit ici, mais on est toujours bullish. Regardez, ici, on a eu une grosse correction. On a fait, un W qui n'est pas vraiment un W, hein, c'est moche, mais c'est pas grave, c'est de la dynamique dans la zone de rechargement. Et ensuite, un autre pump, avec une petite pause qui s'est arrêtée ou pile sur les 0,382 de Fibonacci. Merci les Fibo et vos masterclass. Et là, on est en train de se rediriger pour faire un nouveau plus haut. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Je ne vois pas dans le futur. Mais là, pour le moment, je vois plus une dynamique haussière que baissière. Donc, faites attention. Ça veut dire que les cryptos ont plus de probabilité de baisser que de monter. Ensuite, on va voir sur les indices boursiers. À gauche, le S&P 500, à droite, le Nasdaq comme d'habitude. Donc là, on est toujours dans notre dynamique baissière. Ça ne sert à rien de parler pendant trop longtemps. On a bien fait une pause dans les zones de RLZ. On s'est cogné la tête une troisième fois sur la grosse trendline baissière. Et là, on voit quoi? On voit surtout des pressions vendeuses. Là, on peut pas le nier, hein, regardez. Hein. Pression vendeuse, petit pump. Pression vendeuse, petit pump. Pression vendeuse, petit pump. Et là, je pense qu'on va continuer pour aller jusqu'à dans la zone de rechargement sur les deux actifs. Donc là, ça sera minimum un 14 000 $, 15 000 $ pour le Bitcoin. On va juste quand même regarder vite fait. Niveau momentum, rien à dire, rien ne bouge. Pas de divergence. Donc encore une fois, c'est assez bearish. Le Bitcoin, pour l'instant, toujours dans le range dans lequel on avait identifié justement le marché, entre 19 500 et 20 500, pas de résolution. Donc tant qu'il n'y aura pas de résolution, il n'y aura pas de reprise de volatilité, donc pas de direction haussière ou baissière. Les indicateurs court terme sont plutôt favorables à une direction baissière, appuyée par une direction baissière qui est déjà donnée par le S&P 500. Maintenant, ce marché est très taquin et peut décider à tout moment de faire un short squeeze. Donc un short squeeze, c'est quand il y a beaucoup de vendeurs sur contrats dérivés et que vous les forcez à racheter leur short plus haut. C'est ce qui fait que le prix monte assez violemment. Par exemple, ici, où il y a des grosses bougies vertes, où ceux qui ont shorté ici sont coincés et on les force à racheter plus haut. Ça peut arriver, ok? Pourquoi j'ai les éléments techniques court terme? Très simplement ici, quand on voit le momentum qui refait du M comme ça, c'est pas forcément hyper bullish. On avait déjà des M précédents, on en refait de nouveau. Donc on a vraiment du mal en fait à retrouver un momentum très haussier. Ça voudrait dire que cette divergence haussière ici est en train a fait son effet. En fait, elle a fait l'effet d'un simple rebond pour le moment. On est toujours dans la zone de rechargement, c'est une zone où les acheteurs doivent défendre le prix, ils sont en train de le faire, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à réenclencher quelque chose d'haussier. Si on arrive vraiment à s'affranchir de cette zone, là, on pourrait repenser bullish pour les prochains jours, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc ça vient pas breaker ici. Si on break out sous les 19 500 et qu'il y a vraiment une acceptation, pas un piège, qu'on fait vraiment tac, tac, direction baissière, pour moi, l'objectif, toujours venir chercher sous ce niveau. Ici, je vais le mettre avec un trait en tiré. Parce qu'il y a beaucoup de stop loss sous ces niveaux, beaucoup de liquidation aussi. Pour moi, c'est toujours l'objectif de venir chercher sous ces petits pointillés. Ici, vous avez en réalité ce qui s'était passé, c'était au mois de juillet dernier, et ici, c'est ce qui se passe actuellement. On était clairement dans de la réaccumulation. C'est des achats par dizaines de milliers de bitcoins qui ont été réalisés lors de cette première, entre guillemets, chasse à la liquidité très puissante de juillet 2021. On est en train actuellement de faire de la réaccumulation. On le sait, on le voit, on y est. Et sur des plus petits time frames, on est ici. On parle d'un delta de près de 15 500 bitcoins en quelques jours. Ici 15 000 bitcoins, ici 5 000 bitcoins de delta positif, ici 15 000 bitcoins. Jour après jour, on est dans de la réaccumulation. On le sait, c'est acté. On réaccumule. Dès lors, je le redis, je le dis encore, acheter du bitcoin sur les 20 000 $ n'est pas une mauvaise entrée. C'est une très bonne entrée. Les plus patients attendront quoi? Des structures de marché. Voilà pour ça. Et encore une fois, je doute qu'on aille beaucoup plus bas. Mais je peux complètement me tromper. On peut aller chercher de la chasse à la liquidité. Il n'y a pas de souci. On peut peut-être faire une toute petite mèche sous ces précédents lots. Je dis pas du tout le contraire. Mais je vais me positionner pour acheter du bitcoin. Mais j'ai du temps. Parce que septembre, en fait, est souvent, entre guillemets, un mois de septembre relativement négatif. Notamment sur les cryptoactifs. On l'a ici. On le reprend ensemble très rapidement. Ça tourne beaucoup. Mais vous avez des magnifiques, entre guillemets, rallyes généralement d'hiver, que ce soit en 2017 ou que ce soit ici en 2020, avec du plus 28, plus 43, plus 47%. Mais généralement, le mois de septembre est un mauvais mois pour les cryptoactifs et notamment sur les marchés financiers traditionnels. On va remettre maintenant Ishimoku. Il faut venir casser énormément de support. Donc là, de résistance, pardon. Là, W-weekly, on est OK. Et ensuite, il faut venir péter la Kijun et il faut réussir à re-rentrer dans le nuage et repartir. Comme ici, dans le dernier bull run, on voit que ici, on avait réussi
à faire un W weekly, d'accord? Donc bon, là je l'ai mal dessiné, vous l'avez vu tout à l'heure. Petit à petit, après on a cassé Tenkan, Kijun, SSA, SSB, bref, tout le nuage de Kumo. Et après, quand on a réussi à sortir d'ici, bon après on s'est fait éclater à cause du Covid, là on a pris un peu de temps, on a rangé, là c'est une phase d'accumulation tout simplement. Et après, quand tous les prix se sont libérés, quand là, même la Shikuspan, donc la Lightning Span a réussi à sortir, donc c'est ici au niveau du 20 juillet, 27 juillet, bref, juillet 2022, là on s'est dit, ok, niveau Ishimoku, c'est reparti pour un bull run. Mais regardez la temporalité. Entre la validation du W Weekly et le début du bull run, on avait quand même 490 jours. Donc on est encore loin d'un certain bull run. Donc là, je vais vous faire un truc. Donc ceux qui vont continuer de me suivre pendant les prochaines années, faites un clip et on en reparlera plus tard. Je vais essayer de faire une prédiction en mode Madame Irma. On va essayer. Donc, ici, on a notre W Weekly. Moi, je verrais bien un autre, donc alors, attention. Moi-même, vous savez, ce que j'aimerais voir quand même, c'est un retour à 14 000 et après un W. Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment voir. Mais si on fait pas un retour à 14 000, le plan haussier, donc double bottom, ici, explosion de la trendline. Bon, on s'en fout des vagues, etc. Explosion de la Kijun, qui sera peut-être un peu plus basse, ici. On retourne dans le nuage, petit à petit. On fait une zone d'accumulation peut-être vers les 45 000, 40 000 $, c'est possible. On peut même après avoir des petites frayeurs. Et après, là, on est en 2024, gros W et on explose tout. Là, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le verrai. Après, je ne sais pas où précisément ça explosera en 2024, d'accord? Mais en tout cas, ça sera dans ces eaux-là. Mais... alors peut-être pas mai parce que ça a mis un go away, mais peut-être juste un petit peu après, juin, juillet, on va dire, en tout cas pendant le mois d'août, le mois d'été, dans les 2 mois d'été de 2024, donc dans 2 ans, et après on aura peut-être 6 mois, 1 an d'explosion avec de la débilité, peut-être 150 000, 200 000, 300 000 $. Bref, voilà en tout cas ma prédiction, si on fait un double bottom maintenant. Donc faites un clic, gardez l'autre côté. Plan C, bon. Alors lui, il s'est dit, j'en ai marre, je vais prendre plein d'indicateurs. Je mets la SMA 4 ans, la SMA 2 ans, le Confluence Bottom Model, le Balance Price, le Network LHTCB et le CVD, je les mets tous ensemble. Et tous ensemble regroupés, ils nous disent tous un bottom à peu près entre les 15 000 et les 16 000 $. Voilà. Tu vois, là c'est 17, 15, 8, 15, 6, 15, 5, 15, 3, 14, 2. Donc on va dire 15. Donc un bottom au 15, il nous dit tous. Pourquoi pas? Sachant que, tu vois, ça a été pas mal pour les anciens bottoms à peu près. Non, pourquoi pas? Allez, ça nous va. C'est pas 10. 10, on se fait tous caca dessus. Moi, le premier, il y a du caca partout sur les tableaux, j'en peux plus, tu vois. Même sur le plafond. Et ça tombe pendant la vidéo. Bon, et comme du caca sur le front. Donc 10, non, c'est atroce, 10. Par contre, 15, oui. 15, lorsque tu vas à 15, tout le monde va dire ça va à 10. Et après, tu repars. Voilà, 15, on est content. T'es content, toi? Dis-moi en commentaire si 15, ça te va. Bon. Ensuite, OpenSea qui confirme ses positions par rapport à The Merge qui arrive bientôt et qui dit que du coup la marketplace de ETH ne prendra pas en charge la blockchain, la future ancienne blockchain. C'est-à-dire que je vous le rappelle, The Merge, fork de ETH, on passe d'une blockchain en proof of work à une blockchain en proof of stack, ok, donc du coup il y aura duplication de tous vos NFT, etc. et tout. OpenSea dit que en gros les NFT du coup de la blockchain proof of work, donc celle qui est actuelle et celle qui sera remplacée du coup bientôt, ils les prendront pas en compte et en gros ça vaudra rien. Voilà. En fait tous les grands de stackers, enfin tous les grands acteurs en fait de l'univers blockchain doivent s'exprimer là-dessus, les exchanges également, et donc OpenSea l'a fait. Donc du coup voilà, donc les gars, ceux qui ont un Bored Ape, vous n'aurez pas 2 Bored Ape avec autant de valeur, vous aurez un Bored Ape qui vaut a priori $0 et un Bored Ape qui vaudra du coup la même somme et qui du coup sera passé sur la blockchain Ethereum Proof of Stake. Et toujours dans les informations en lien avec les NFT, on a Polygon qui débarque sur le protocole Seaport de OpenSea. C'est-à-dire que le protocole Seaport qui gère les transactions sur la plus grande place de marché NFT va désormais supporter la sidechain Polygon, ce qui va permettre aux utilisateurs d'acheter et vendre des NFT avec des Matic. Et je précise qu'afin de diversifier leurs moyens de paiement, la plateforme a annoncé que d'autres blockchains tels que Clayton devraient être ajoutés dans les mois à venir. Bref, alors que Polygon est déjà en partenariat avec Meta et Disney, on voit que la solution de deuxième couche d'Ethereum est en train d'enchaîner les partenariats d'envergure à une vitesse complètement folle, et ils ont désormais de fortes chances de s'imposer comme un des futurs leaders de l'écosystème crypto dans les mois et années à venir.
BandDAO. Alors BandDAO, c'est une plateforme qui permettait de déposer des NFT en collatéral, donc c'était la caution, et en déposant ce NFT en collatéral, vous pouviez emprunter. Par exemple, vous déposez, je vous dis une bêtise, un Bored Ape qui coûte 120 000 €, vous pouvez emprunter 80 ou 90 000 € d'Ether. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse crise de liquidité, c'est-à-dire que comme les NFT se pètent la gueule, que les floor price, c'est-à-dire les NFT les moins chers, sont réellement en train de se casser la gueule très fort, on se retrouve avec des garanties, des cautions qui ont été laissées, qui ne suffisent plus à apporter de la sécurité au prêteur lui-même. Et donc, le protocole se retrouve dans une situation où ça pourrait lui coûter la vie, tout simplement, s'il n'y a pas plus de liquidité. Et on parle donc de 30 300 Ethers, c'est quand même costaud. Hein. C'est assez rude, il faudra vraiment suivre ça, mais on en avait beaucoup parlé en mode c'est incroyable, on peut maintenant prêter des NFT en collatéral et emprunter. Le mécanisme est incroyable, en attendant, les NFT, on était quand même pas loin de se douter qu'il allait avoir une phase bien compliquée pour eux, et en l'occurrence, c'est le cas. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va survivre. Ensuite, Ethereum arrive, on arrive en 2017, et là, qu'est-ce qui arrive? Les CryptoKitties, une révolution. Des chatons virtuels qu'on pouvait faire s'accoupler et qui ont tout simplement fait basculer le monde dans une nouvelle ère. Puis, un an après, en 2018, Axie Infinity arrive. C'est le jeu qui a démocratisé le play to earn et qui a même, tellement son succès était fou, permis de faire vivre des villages entiers dans des pays très pauvres, tellement c'était dingue les gens pouvaient générer un salaire, voire 3 fois le salaire moyen de leur pays en jouant à un jeu vidéo. C'était un truc de fou. Moi je vous rappelle que Axie Infinity m'a permis de quitter la police pour me lancer à fond dans le Web3 avec des salaires que je générais qui étaient mirobolants Alors bien sûr ça n'a pas duré longtemps, on connaît tous l'histoire d'Axie Infinity, ce jeu où vous faites combattre des petites bêtes contre d'autres petites bêtes par équipe de 3. Le jeu existe encore et c'est un bon projet, mais forcément, l'ascension a tellement été fulgurante que la chute a été tout autant fulgurante et ça a emporté beaucoup de gens avec elle, malheureusement. Sorare, c'est un jeu passionnant et addictif qui s'adresse à tous les fans de football de la planète, mais pas seulement. Sorare, c'est également un investissement, un moyen pour toi de collectionner tes joueurs préférés et d'en tirer une rentabilité, ou en tout cas d'espérer récupérer des rewards, des récompenses. Aujourd'hui les gars, faut qu'on revoie les bases. Que vous soyez débutant sur Sorare, que vous hésitiez à rentrer dans le jeu ou que vous soyez un vétéran, c'était important pour moi de me servir un petit peu de mon expérience. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai commencé Sorare pour vous faire un guide complet du jeu, vous dire un petit peu, vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur Sorare. Et c'est également pour moi une bonne occasion de vous annoncer la création d'une nouvelle playlist, une playlist guide Sorare qui vous permettra de retrouver toutes les vidéos qui seront plutôt à destination des débutants, mais également des joueurs confirmés qui ont besoin de progresser sur certains aspects spécifiques. Mais pourquoi je voudrais brûler un NFT que j'ai sûrement acheté? Eh bien en fait, détrompez-vous, il y a beaucoup d'NFT qu'on n'a pas forcément voulu ou acheter. Je vous donne l'exemple sur la blockchain Elrond, il y a des gens qui s'amusent à envoyer des publicités sous forme de NFT. Donc ça peut être pour des projets, pour un site, etc. Ils vont envoyer leur petite pub en forme d'image. Alors ils payent des frais, bien sûr, pour vous envoyer ces images et ça va polluer votre wallet. Autre chose, il y a des petits malins, des petits rigolos qui vont s'amuser à envoyer des NFT plutôt limite, on va dire, plutôt hardcore. Je vais pas vous montrer ce qui s'est passé là dans la communauté Elrond, mais il y a certains qui ont reçu des NFT plutôt bizarres. Eh bien, ces NFT, on n'a pas forcément envie de les garder et on va vouloir les supprimer du wallet. Autre raison, on peut recevoir des NFT scam, des NFT arnaques qui vous font croire qu'ils sont issus d'une super collection, mais en fait, ils sont issus d'une fausse collection, etc., etc. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut supprimer des NFT. Mais par contre, faites très attention, ne brûlez pas, ne burnez pas des NFT que vous voulez garder, parce que comme je vous ai dit, c'est définitif, plus de retour en arrière. Et un mystère pour finir cette vidéo, il y aurait une baleine, un investisseur qui aurait plus de 50% de tous les tokens Axie Infinity SLP. Donc les SLP, c'est l'un des tokens d'Axie Infinity, ce qui sert à récompenser les joueurs sur Axie Infinity. Et c'est juste énorme qu'une personne ait autant de tokens d'Axie Infinity. On ne sait pas qui est cette personne. Il aurait plus de 22 milliards de tokens d'Axie Infinity, de SLP.
qui représente, on va dire, un peu moins de 100 millions de dollars, mais c'est juste énorme dans une crypto d'avoir quelqu'un qui domine autant. Les gens ont pensé que c'était Binance qui était derrière ce projet, enfin derrière ce wallet. A priori, c'est pas Binance, donc personne ne sait qui est derrière ce token. C'est pas Axie Infinity non plus. Axie Infinity a dit on n'a pas de token SLP, c'est juste les joueurs qui obtiennent les tokens SLP. Donc vraiment, personne ne sait. Et si vous avez une indication sur qui serait derrière ce token, je suis preneur. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.